Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. À la une cette semaine, les forces démocratiques syriennes aux portes de Raqqa. Appuyées par Washington, ces combattants kurdes et arabes progressent rapidement vers Tabqa, une cité stratégique à quelques dizaines de kilomètres seulement du bastion syrien du groupe État islamique. Nous vous emmènerons ensuite en Égypte, où le pays amorce une timide révolution sociale et religieuse. 144 femmes pourront officiellement prêcher dans les mosquées du pays. Et puis enfin, cap sur Israël, l'État hébreu veut miser sur les énergies renouvelables. Un parc de 50 000 miroirs solaires a été installé en plein désert du Negev. C'est une première pour le Hamas, même si le ton reste ferme avec l'État hébreu. L'organisation palestinienne assouplit sa doctrine. Elle se dit prête à accepter un État palestinien dans les frontières de 1967. Les textes fondateurs du mouvement ont même été modifiés. Le conflit avec Israël a ainsi été requalifié de politique et non plus de religieux. Raphaël Vivant, Sophie Guignon. Un pas historique pour le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien a rendu public son nouveau programme politique lundi soir. Pour la première fois, il prend les frontières de 1967 comme référence, c'est-à-dire avant l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est. Le Hamas considère que la mise en place d'un État palestinien entièrement souverain, avec Jérusalem pour capitale dans les frontières du 4 juin 1967, et avec le retour des réfugiés et des déplacés dans leurs maisons dont ils ont été expulsés, est une formule de consensus national. Le texte insiste sur le caractère politique et non religieux du conflit avec Israël. Le Hamas y explique qu'il ne se bat pas contre les Juifs, mais contre ce qu'il appelle l'occupation et le projet sioniste. Par ailleurs, le mouvement palestinien annonce la fin de sa collaboration avec les frères musulmans. Mais pour Israël, ce document n'est que de la poudre aux yeux. Le Hamas rejette toujours le droit de l'État hébreu à exister et soutient la lutte armée. Le but du Hamas, c'est clairement de réduire les pressions politiques à son encontre. Ils essaient de se moquer du monde en disant « Nous ne sommes pas aussi méchants que vous le pensez ». Mais quand vous regardez vraiment ce qu'ils disent à leur peuple, ils appellent quotidiennement à détruire Israël et à tuer tous les Juifs. Avec cette nouvelle doctrine, le Hamas, considéré par les États-Unis et l'Union européenne comme un mouvement terroriste, cherche à revenir dans le jeu des négociations internationales. Il s'agit aussi d'un geste de réconciliation adressé au Fatah, l'autre grande formation politique palestinienne. L'assaut sur Raqqa semble plus proche que jamais. Appuyé par la coalition internationale, les forces démocratiques syriennes progressent de manière fulgurante dans Tabqa, dernier verrou avant le fief syrien de l'organisation État islamique. Arnaud Comte et Massoud Hamid. Vous m'entendez? Où êtes-vous actuellement? Là, ce sont nos camarades qui donnent leurs coordonnées. L'avion de la coalition va frapper. La frappe américaine est immédiate. La position de Daesh anéantie. Nous sommes sur la route qui conduit tout droit à Raqqa. Le fief syrien des djihadistes est à moins de 50 km. Tu vois, cette route est stratégique. Ils peuvent arriver d'en face ou par ce côté-là. L'autre jour encore, ils ont essayé de nous attaquer avec cette voiture. Mais on a tué les 3 occupants. Ces combattantes kurdes appartiennent aux forces démocratiques syriennes. Un groupe armé soutenu par la coalition est présent dans tout le nord-est de la Syrie, ici en jaune. Ces forces démocratiques syriennes encerclent aujourd'hui presque entièrement Raqqa. Elles progressent à la fois par le nord et par l'ouest, notamment depuis cette base aérienne de Tabqa, reprise il y a quelques semaines aux djihadistes, avec l'aide des hélicoptères américains. L'aéroport n'était pas piégé. Les djihadistes ne s'attendaient pas à nous voir arriver si vite. On les a surpris. On a été héliportés par les forces spéciales américaines à une vingtaine de kilomètres de là. On a eu une progression éclair. Ça a été un choc pour eux. Les combats se déroulent actuellement ici, autour de Tabqa, la dernière ville avant Raqqa. Une guerre d'usure. Face à un ennemi cerné, affirment les combattants kurdes. On les voit grâce à la caméra du drone. Il y a une position là,
L'avion l'a atteinte et ils vont frapper là, car il y a 2 autres djihadistes. Leur morale est en train de se briser petit à petit. Il ne leur reste plus grand-chose. On se rapproche de la fin de Daesh ici en Syrie. Plusieurs fois annoncé, plusieurs fois repoussé, l'assaut sur Raqqa serait proche, selon ces combattants kurdes, qui affirment vouloir enfin en finir avec l'obscurantisme de Daesh. Des voix féminines résonnant dans les mosquées égyptiennes. Le ministère des Affaires islamiques a officiellement nommé 144 prédicatrices. Diplômées d'Al-Azhar, la prestigieuse institution sunnite, ces religieuses auront pour principale mission de guider les femmes dans leur rôle de mère et d'épouse. Le reportage est signé Nadia Blétry, Éric Delavarenne et Hossam Rabia. Grande mosquée de Tagamo, un nouveau quartier chic du Caire. Tous les vendredis, Youma Abou El Nasser vient enseigner aux fidèles. Cette psychologue de formation prêche de manière informelle depuis 25 ans. Mais l'État vient seulement de la reconnaître, comme 143 autres de ses consoeurs, en la nommant officiellement prédicatrice. Et ses conseils portent surtout sur la famille. Dieu nous a donné la chance de mener un combat religieux. Élever ses enfants est un djihad. Vivre est aussi un combat religieux. Dieu n'a pas rendu cela facile. Je viens lui demander comment agir avec mon fils une fois qu'il sera marié. Et comment faire pour qu'il se comporte bien avec moi. Avec ces nouvelles nominations, les prêcheuses sont mieux représentées dans l'espace public. Mais l'image qu'elles ont des femmes reste traditionnelle. Pour Youma, leur place se résume surtout à leur rôle de mère ou d'épouse. Un cher, un homme, n'a aucune idée de la nature psychologique des femmes ou de ses émotions. Il ne sait pas comment elle peut être influencée par les différentes étapes de sa vie. Quand elle est enceinte, quand elle accouche ou quand elle élève ses enfants, son humeur sera différente de celle d'un homme. Qui comprendra ça? Une autre femme. Côté autorité, la volonté affichée est de mieux contrôler le discours religieux et surtout d'unifier la parole des prêcheuses. Ces prédicatrices sont un moyen pour l'État de lutter contre l'extrémisme. Dans une société qui change, elles nous permettent aussi de combattre des idées décadentes qui pourraient être transmises par les femmes à leurs enfants. Combattre les idées décadentes et contrôler les comportements sociaux. Youma s'y attache pendant ses leçons. Démonstration avec ce jeu de questions-réponses. Je voulais poser une question. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est diplomate et un hypocrite? Asseyez-vous, laissez-moi répondre à sa question. Ça, c'est un combat religieux avec ton âme. Avant de parler, il faut réfléchir et te demander si ce que tu dis est juste ou non. Ne laisse pas les mots t'entraîner dans le mensonge. L'objectif du ministère des Affaires religieuses est de nommer 2000 prédicatrices d'ici la fin de l'année. On est encore bien loin des 55 000 imams masculins. Pas de quoi révolutionner la place des femmes dans la société, mais un petit pas pour encourager leur légitimité dans l'espace religieux. De grandes étendues désertiques, un soleil de plomb, le désert du Negev dans le sud d'Israël est l'endroit rêvé pour développer l'énergie solaire. C'est d'ailleurs là même qu'est né il y a 1 an le projet Achalim, une immense centrale solaire thermodynamique capable d'assurer l'alimentation en énergie de 120 000 foyers israéliens. Franck Genozo. Un océan de miroirs posé au beau milieu du désert israélien. Avec en son centre la plus grande tour solaire du monde. Haute comme la tour Montparnasse à Paris. Avec ses aires de base futuristes, la centrale d'Achalim est une prouesse technologique inédite. Un projet qui préfigure ce que sera l'énergie solaire de demain. Au pied de l'édifice, les ingénieurs ont installé 50 000 de ces panneaux solaires. L'équivalent de 300 terrains de football. On les appelle des héliostats. Donc nous nous trouvons ici à côté d'un exemple d'héliostat qui est composé de 4 miroirs. Des miroirs qui ont été positionnés au centimètre près. Si on ne fait pas ça de façon précise, on aura des problèmes. On aura des problèmes d'ombre entre chaque héliostat, on aura des problèmes de collision aussi.
car les héliostats ont pour mission de réfléchir la lumière vers le sommet de la tour où les rayons chauffent à 600 degrés de l'eau dans une chaudière géante dont la vapeur va produire de l'électricité. Pour obtenir ce résultat, il faut que les miroirs suivent parfaitement la trajectoire du Soleil. Ici, l'image est accélérée car il bouge en réalité de façon quasi imperceptible toutes les 10 secondes. À l'œil nu, il sera très difficile de les voir bouger. Mais quand tout le champ solaire sera opérationnel, vous verrez comme un orchestre d'héliostats qui sont tous dirigés vers la chaudière en haut de la tour. Opérationnelle d'ici la fin de l'année, la centrale doit fournir en électricité plus de 120 000 foyers. Avec ces impressionnants miroirs, ce projet développé en Israël fait partie des plus ambitieux au monde. Mais vous allez voir que ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'autres pays s'intéressent actuellement à ces nouvelles technologies. Inaugurée il y a 3 ans, la centrale d'Ivanpah en Californie n'est pas la moins spectaculaire. Située à moins d'1 heure de voiture de Las Vegas, elle permet d'alimenter 140 000 foyers en électricité. D'autres tours sont actuellement érigées à travers le monde, au Maroc, au Chili, et bientôt en Chine et en Afrique du Sud. Durée de vie estimée 50 ans, autant que les centrales nucléaires. Seul problème, cette technologie coûte cher, plus cher que l'éolien ou le photovoltaïque. Autre limite de cette technologie, elle est soumise aux caprices du temps. Ici, le site offre un ensoleillement de 350 jours par an, mais il ne sera évidemment pas possible de reproduire ce modèle partout sur la planète. Voilà, c'est la fin de votre magazine. Merci de votre fidélité. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.